Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. Bonjour Président, Alain de Bretagne. Avez-vous entendu parler de la série documentaire en 4 parties sur le trafic d'enfants qui devrait sortir avant fin 2023 pardon. Elle s'appelle The Hidden War et serait en partie réalisée par Mel Gibson. Et que pensez-vous plus généralement, en tant qu'ancien réalisateur vous-même, de Mel Gibson et des films incroyables qu'il a réalisés? Merci à vous. Alors, question sur le sujet le plus brûlant actuellement, qui est la tentative de faire prendre conscience aux masses de l'incroyable problème des trafics d'enfants, qui est devenu un commerce mondial très florissant. On sait que Mel Gibson est très impliqué dans ce travail militant. Et en ce moment, il y a 2 vecteurs qui circulent. Il y a le film qui s'appelle Sound of Freedom, dont certains prétendent qu'il n'est pas assez... il n'est pas assez dur encore sur le sujet, mais qui a le mérite d'être un film un peu grand public, qui sensibilise, et qui est en fait une fiction à partir du travail de Ballard, hein, cet ancien officier de police américain qui s'est mis à son compte pour pouvoir mener plus efficacement le combat contre ce qu'il a découvert quand il était officier de police, qui est la lutte contre les réseaux de trafic d'enfants, qui est quand même la chose la plus abominable qui existe au monde. Et on sait que Mel Gibson est assez impliqué là-dedans, même si c'est pas lui qui a fait le film, je crois qu'il a aidé un peu. Et puis effectivement, directement de Ballard, je crois, il y a ce documentaire qui doit sortir en 4 parties. Donc moi, ce que je remarque, c'est que il y a un boycott ultra violent en France de ce film Sound of Freedom, et les journalistes mainstream prétendent que c'est du complotisme. Et là, ça va quand même très très loin, parce qu'il n'y a aucun doute sur le sérieux du sujet du film. Et ça prouve bien en fait comment dirais-je, la pourriture qui est devenue le journalisme professionnel, puisque aucun journaliste officiel ne relaie le film et n'ose traiter de ce sujet gravissime qui est le trafic d'enfants, qui est devenu un truc qui est en train de surpasser pratiquement en termes de budget et d'argent noir le trafic de drogue. On voit en revanche qu'aux États-Unis, Trump est en pointe sur ce combat, puisqu'il a reçu l'acteur principal et le cinéaste dans son fief privé à Miami pour les féliciter. Et en France, il n'y a que Carl Zero qui essaye timidement, ce qui veut dire que la France est quand même, et Paris, un haut lieu de comment dirais-je, de cette chose qui s'appelle la pédocriminalité sataniste de réseau. Alors après, sur Mel Gibson, eh ben, il nous avait déjà étonné en bien en produisant et réalisant ce film qui s'appelle La Passion du Christ, qui nous rappelait le contenu des évangiles, hein. C'était strictement l'évangile selon saint Matthieu, et ce qui lui a valu d'être traité d'antisémite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, de propager strictement le message et la voix du Christ, ça vous coûte d'être traité d'antisémite, ce qui est quand même très très révélateur de l'époque, hein. Puis ça donne une définition assez juste finalement de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. Hein, est antisémite celui qui se tient aux côtés du Christ, en gros. Hein. Et puis surtout, comme réalisateur, Mel Gibson, c'est un peu comme Clint Eastwood, hein, c'est un type qui a fait son chemin comme réalisateur et qui a fait de très bons films. Et un des films qui m'a le plus marqué de lui, c'est Apocalypto, je crois, c'est ça le titre, j'espère pas me tromper, qui était une vision très, très intéressante de ce qu'on appelle l'Amérique précolombienne et son ultra-violence. Et ça nous donne un peu une autre vision de à quoi a servi finalement l'arrivée des Espagnols catholiques, hein, qu'on a toujours montré comme des impérialistes ultra-violents qui venaient détruire une civilisation. Mais dans la vision de Gibson, il arrive aussi pour apporter le Christ et la dimension d'amour qui va avec à une société qui était d'une violence barbare inouïe, quoi. Donc j'ai trouvé le film très très bien fait, très intéressant, et remettant un peu à sa place le côté gauchiste qui consiste toujours à critiquer le monde chrétien et à s'extasier sur le monde dit primitif, avec cette fausse idée rousseauiste du bon sauvage, qui d'ailleurs n'est pas chez Rousseau.
Et là, dans le film Apocalypto, on voit vraiment ce que c'était que les relations humaines dans l'Amérique précolombienne avant l'arrivée du monde chrétien. Bonjour Président. Que pensez-vous de l'ultra-droite en France et de son traitement médiatique? Et selon vous, la droite des valeurs peut-elle regagner la rue? Merci. Alors sur l'ultra-droite, c'est amusant parce que c'est un terme, enfin une expression qui est arrivée récemment et qui n'existait pas avant. Alors pourquoi il y a cette expression d'ultra-droite pour qualifier aujourd'hui on va dire les groupes de patriotes? C'est parce que le RN a pratiqué une normalisation assez poussée qui fait qu'aujourd'hui c'est pratiquement un mouvement de centre-gauche, mais que pour les médias ça s'appelle toujours l'extrême droite. Donc si Marine et le RN c'est l'extrême droite, il faut créer quelque chose à sa droite, et donc dès lors tous les mouvements qu'on considérerait à la droite du RN, c'est-à-dire étant restés fidèles à certains fondamentaux, notamment sur la dimension relativement criminelle par exemple de l'avortement, et ben tous ces mouvements sont qualifiés d'ultra-droite, alors qu'en réalité c'est simplement des mouvements de patriotes, quoi, et qui auraient été considérés comme de la gauche républicaine il y a moins d'un siècle. Hein. Donc c'est une fumisterie, effectivement, cette appellation d'ultra-droite, mais ça prouve bien que le système ne fonctionne plus que sur des mots, sur des anathèmes, et ne se soucie plus du tout du réel. Et c'est quand même le marqueur de la fin d'un cycle, hein, quand un système ne règne plus que par les jeux de mots fallacieux, c'est qu'ils sont quand même en train de quitter le réel et la maîtrise du réel. Hein. Après, sur la deuxième question, sur est-ce que la droite des valeurs peut revenir par la rue, le problème, c'est que toute l'idéologie dominante et tout le système qui est quand même né de la logique du capital et de la prise du pouvoir de la logique du capital sur le monde, enfin sur notre monde, concourt à la destruction de la droite des valeurs. Donc pour que la droite des valeurs revienne, il faudrait, pour commencer, que l'homme et le pouvoir politique qu'il exerce remettent ce que Hegel appelait la bête sauvage dans sa cage, c'est-à-dire qu'on sorte en fait du pouvoir du capital et de la dérive amorale et même immorale du capital. Donc on ne peut pas séparer les deux. Hein. C'est pour ça que moi je suis assez proche de Bernanos à ce niveau-là. On ne peut pas être comment dirais-je, un honnête homme et un bourgeois, c'est-à-dire un capitaliste. Hein. À un moment donné, la logique du capital vous amène forcément vers un amoralisme de plus en plus poussé qui ne peut pas, comment dirais-je, être compatible avec la droite des valeurs et qui en est même à la fin l'exact contraire. Hein. C'est le principe de business is business, et c'est le principe de la destruction de toute transcendance et de toute morale au nom du saint profit, et c'est ce que tous les penseurs sérieux ont décrit comme le mal absolu. Hein. On le trouve chez Dostoïevski, on le trouve chez Hegel, on le trouve chez tous les moralistes, c'est-à-dire ce règne impitoyable et implacable et profondément inhumain de l'argent. Hein. Voilà. Donc, pour que la droite des valeurs revienne, il faudrait déjà qu'une certaine droite et les gens de droite, je parle à Gave, comprennent qu'on ne peut pas être un honnête homme de droite si on reste un bourgeois, c'est-à-dire un serviteur du capital. Donc il faut la guerre à mener, là-dessus je suis d'accord avec Cousin, qui permettrait tout d'une certaine manière, mais sans laquelle rien n'est possible, c'est de mener la guerre contre la toute-puissance, contre le pouvoir du capital et contre la logique du capital. Oui, bonjour Monsieur Soral. J'aurais pas de questions, mais juste un petit mot gentil pour vous dire que j'ai trouvé que vous aviez très bonne mine sur la dernière vidéo de Soral a presque toujours raison. Donc voilà, ça fait plaisir parce que ça ferait terriblement chier de vous voir diminuer ou vous dégrader, mais là non, pour le coup c'est pas le cas. Donc chapeau, sachant que vous êtes né en 58, voilà. Donc voilà, où 65 ans bientôt, vous arrivez à combiner encore beauté physique et intellectuelle. Voilà, même si ce n'est pas une question, déjà c'est sympathique. Et je peux faire 2 commentaires. Si j'ai une meilleure gueule dans ces vidéos que notamment sur Zoom, c'est pour une raison principale, c'est que c'est filmé avec du matériel professionnel, même si d'ailleurs je ne suis pas maquillé. Je me suis jamais fait maquiller, sauf à la télé parce que c'est obligatoire.
et que dès que c'est filmé avec du meilleur matériel et que c'est mieux éclairé, on a une moins sale gueule que avec la caméra de l'ordi sur Zoom, par exemple, où c'est très pratique, mais ça vous écrase la tête, ça vous fait un gros pif, enfin, ça flatte pas, quoi. Donc, il y a cette explication-là, c'est dû au matériel et à l'équipe qui vient me filmer, qui fait un travail très professionnel. Et puis aussi au fait, si je veux me jeter un peu des fleurs, que j'essaye, malgré mon âge avancé, de continuer à faire du sport, boxe, un peu de natation, et que je fais attention à mon alimentation aussi pour pas dépérir. Et ça donne, je suis content de voir que certains le remarquent, ça donne certains résultats. Bonjour Monsieur Soral, j'ai une question sur ce qu'on appelle les faits divers, souvent liés à l'immigration. Comment est-ce que vous analysez la passivité du peuple français qui, devant même des vidéos absolument horribles, ne réagissent pas ou très peu? Merci bien, au revoir. Oui, c'est un sujet effectivement triste parce qu'on aimerait que le peuple de France soit, je dirais, plus solide dans sa composition, je dirais, et dans son être spirituel. Malheureusement, il faut bien comprendre que depuis des décennies et des décennies, bon, en général, par facilité, on marque ça, on marque le début de cette séquence avec mai 68. Donc ça fait des décennies et des décennies que le pouvoir en place travaille à détruire le peuple français, c'est-à-dire son identité, sa solidarité, par un travail de démoralisation dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de lui retirer le sens moral et aussi de lui retirer le sens de l'espoir. Hein. C'est la double démoralisation dont j'ai souvent parlé, avec effectivement d'un côté l'individualisme, de l'autre côté le pousser à la consommation. Même je l'avais écrit, le côté aussi de mettre très en avant tout ce qui est comique aussi, qui fait que ça rend tout dérisoire. La synthèse d'ailleurs de tout ça, ça donne l'émission d'Hanouna. Ça produit un résultat forcément délétère, qui est d'ailleurs un résultat voulu, hein, c'est que le français, en moyenne, réagit assez peu aux atteintes au peuple français. On l'a tellement culpabilisé d'être un Français, c'est-à-dire un colonisateur, collabo, raciste, etc., qu'il est tombé dans une certaine anomie. Mais il faut non plus pas exagérer dans le pessimisme, parce qu'au moment, par exemple, des Gilets jaunes, on a quand même remarqué qu'il reste un peuple de France, alors je ne sais pas ce qu'il représente en pourcentage, qui est capable de monter sur les barricades quand trop c'est trop. Et je rappelle aussi, pour en rajouter dans l'optimisme, que l'histoire est faite toujours par des petits nombres et par des minorités organisées, et pas par la masse. Donc je ne sais pas si la masse française a été à une époque plus patriote, plus réactive qu'aujourd'hui. Sans doute l'a-t-elle été, puisque les valeurs étaient différentes, et qu'aujourd'hui, dans une société de valeurs inversées intégrales, on doit passer son temps à s'excuser d'être d'un peuple, à s'excuser même d'être d'une ethnie, à s'excuser d'être fier de son passé. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire. Hein. Je ne vois pas d'exemple où, par le passé, une nation aurait pu vivre et perdurer sur un discours de, comment dirais-je, de négation d'elle-même, promu par ces élites en place de façon constante. Hein. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Hein. Tout peuple, toute nation est fondée sur un roman national, une fierté, et jamais sur comment dirais-je, de la honte et de la culpabilisation généralisée. Donc voilà, on sait d'où ça vient, mais je vous dis, ce qui compte, c'est qu'il reste toujours quand même un noyau dur dont nous faisons partie, et que je vous dis, c'est ces minorités qui font l'histoire. Hein. Donc à la fois, on peut constater une certaine anomie un peu triste et un peu déprimante, et en même temps se féliciter régulièrement de sursauts étonnants et de bien se rendre compte que l'histoire a toujours été faite par des sursauts étonnants de groupes statistiquement très minoritaires. Voilà, donc on peut à la fois faire un constat un peu triste et en même temps, comme je le dis souvent, ne pas désespérer. Oui, allô, bonjour. Donc je vais passer le remerciement pour tout le travail que vous faites. J'aimerais connaître votre avis sur le scientifique Nikola Tesla. Donc un catholique serbe considéré comme le plus grand génie du monde et de l'histoire. On reconnaît même par Einstein comme le meilleur scientifique du monde. Et donc j'aimerais connaître votre position par rapport à ce scientifique, et aussi du fait que les institutions américaines gardent toujours ces travaux tenus secrets,
et qu'il n'est enseigné nulle part ailleurs dans le monde. Voilà. Oui, je crois que tous les dissidents sérieux se sont intéressés et s'intéressent un jour à Nikola Tesla, ce personnage un peu occulté, enfin pas tant que ça, puisque je rappelle qu'Elon Musk a appelé ses voitures électriques les Tesla, donc il doit avoir pour lui une très grande admiration. Comme l'ont tous les gens qui s'intéressent au personnage. Tesla, on pourrait en faire effectivement le rival malheureux d'Einstein. Et Tesla, en fait, c'est le découvreur ou l'inventeur du courant alternatif, hein, il faut le savoir. Et tout cela très très tôt dans l'histoire, bien avant. Il arrive au sommet des sciences au moins une décennie, voire plus avant Einstein. Et surtout, Einstein, on lui attribue, on lui associe la découverte ou la capacité d'utiliser l'énergie atomique. Mais Tesla, lui, il travaillait sur quelque chose qui est peut-être encore plus fondamental et plus important, et qui peut-être d'ailleurs lui vaut cette mise sous le boisseau de la part comment dirais-je, du capital scientifique, dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire du lien entre la science et l'argent. C'est que lui travaillait sur quelque chose qui est peut-être encore bien plus moderne et bien plus important que l'énergie atomique, qui était l'énergie libre, hein, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, la ionosphère, etc. Et je crois que dès les années 20, il a prouvé qu'il y avait des applications incroyables avec ses découvertes. Et dans un premier temps, on lui a financé ses travaux, et ces travaux ont fait peur, hein. Intéressez-vous à l'activité scientifique et aux sponsors de Tesla dans les années 20, je crois, je dis ça de mémoire puisque je prépare pas, et vous verrez qu'à un moment donné, il a mis le doigt sur quelque chose de très important. Je vous dis qu'il y a à voir beaucoup avec l'énergie libre et puis aussi avec la ionosphère et les ondes qui ont à voir avec les ondes mentales. Et je crois que ce qu'il a découvert a fait peur au pouvoir, qui est le pouvoir de l'argent, notamment le pouvoir américain, et qu'au lieu de l'aider, à partir d'un certain moment, on a détruit son travail et on l'a marginalisé. Voilà. Donc, je crois que tout dissident sérieux doit s'intéresser à certains sujets fondamentaux. Hein, je ne vais pas rappeler les travaux d'un certain professeur, par exemple, mais aussi dans le domaine de la science, s'intéresser notamment au rival de Pasteur, qui est Béchamp, si je prononce bien, hein, sur la théorie du milieu par rapport à la théorie de la médecine de guerre et du combat contre les virus, par exemple, et s'intéresser aussi aux travaux de Tesla, qui permettent de relativiser la modernité et le génie d'Einstein, par exemple, hein. Donc, ça fait partie comment dirais-je, des grands génies un peu occultés qu'il faut découvrir et étudier quand on est un dissident sérieux. Voilà. Donc, intéressez-vous à Tesla. Bonjour, monsieur Alain Soral. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez de Pascal Boniface, quelqu'un qui, au début des années 2000, avait écrit un livre ou critiquait l'État israélien, et qui avait été beaucoup critiqué par le système, et avec qui d'ailleurs vous aviez fait une conférence. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de lui. Merci. C'est simple, j'en pense le plus grand mal, enfin pas autant de mal que Bernard-Henri Lévy, mais je veux dire, il est symptomatique de la lâcheté de l'intellectuel de gauche français. Je rappelle que Boniface, au moment de la main d'or, était venu nous voir, moi et Dieudonné, pour se plaindre de DSK et de la dérive sioniste et anti-musulmane du PS. Et il avait des velléités de courage, et il est très vite rentré dans le rang, il s'est très vite soumis. On lui a imposé notamment Jean-Yves Camus dans l'Iris, et aujourd'hui, il a rejoint la cohorte des tapins, et il est le parfait emblème de la lâcheté d'un intellectuel de gauche français qui n'en pense pas moins, mais qui se soumet pour garder ses petits privilèges, et aussi qui se soumet parce qu'il est fondamentalement dénué de toute virilité. Et le problème de la dévirilisation, et qui d'ailleurs a à voir avec la dévirilisation intellectuelle, hein. Les deux sont toujours associés. Je l'ai écrit dans mes ouvrages, notamment sur la féminisation, hein. Il faut une certaine virilité pour avoir aussi une certaine virilité intellectuelle. Les deux sont liés. Et Boniface est l'exemple typique de l'intellectuel de gauche dévirilisé, lâche, traître, et qui comment dire, explique en partie l'effondrement intellectuel, moral et politique de la France, hein, voilà. Et je vous dis, c'est pareil, étudier le parcours de Boniface, regarder ses interventions sur YouTube quand elle reste, et regarder son parcours historique depuis 20 ans, et vous verrez que c'est le parcours d'un lâche et d'un soumis, et qu'il fait partie effectivement de
cette misère et de cette médiocrité des élites françaises actuelles. Il y a les méchants, hein, les acteurs actifs méchants comme Bernard-Henri Lévy ou d'autres, et puis il y a les soumis comme Boniface. Et malheureusement, il faut les deux pour que la France s'effondre. Donc moi, je combats un type comme BHL, bien évidemment, mais il n'y aurait pas de victoire de BHL sans la lâcheté infinie d'un Boniface. Hein. Ayons bien ça dans la conscience, hein, et en mémoire et à l'esprit. Bonjour Président, mes respects. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, je vous appelle parce que je suivais récemment plusieurs interventions filmées de Madame Houria Boutelja, donc la fondatrice du Parti des indigènes de la République, et qui vient de sortir son second bouquin intitulé Beaufs et barbares, le pari du nous, et dans lequel elle questionne les rendez-vous manqués entre les petits blancs et les indigènes, pour reprendre ses propres termes. Alors nous savons ici que vous êtes sensible à la complexité démographique de la France contemporaine, et à ce titre, j'aurais aimé connaître votre avis sur ce revirement vers l'analyse dite soralienne. Donc merci à vous, Président. Portez-vous bien. Oui, c'est un sujet très intéressant puisque dans ce bouquin, Houria Boutelja dit, en gros, elle l'écrit d'ailleurs, hein, c'est pas nous qui extrapolons, Soral avait raison. La bonne ligne, c'était la ligne de fraternisation avec le peuple de souche, plutôt que la diabolisation du peuple de souche, sponsorisée par des gens dont le pouvoir est systématiquement dû à une diabolisation de la majorité et à un jeu de manipulation de la minorité et des minorités. Rappelez-vous la phrase fameuse de Cohn-Bendit, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est la lutte, c'est la défense des minorités contre la majorité, sous-entendu d'ailleurs majorité toujours hostile et malfaisante. Hein. Et les indigènes de la République, ce qui est d'ailleurs un terme très très ambigu dès le départ, parce que les indigènes dans la République, c'est nous, hein, c'est nous, les autres sont les allogènes. Hein, donc les indigènes de la République ont dès le départ été une succursale en fait du pouvoir qu'on n'a pas le droit de nommer. C'est la conséquence en droite ligne de, comment dirais-je, de SOS Racisme. Et en fait, c'est quand Houria Boutelja parlait des sous-chiens à la télévision, elle savait qu'elle déclarait la guerre aux Français de souche en commandite pour la communauté qui règne par le divisé pour régner, et elle était, comment dirais-je, elle touchait ses dividendes pour ce travail assez malsain dont je l'avais déjà averti. Je lui avais dit, vous savez, les gens qui vous protègent contre le peuple majoritaire, et c'est toujours dans le but, à un moment donné, de vous sacrifier quand le temps sera venu. Donc c'est des allégeances qui coûtent finalement toujours très cher, et il suffit de regarder les leçons de l'histoire pour le vérifier. Et en fait, avec l'histoire de l'islamo-gauchisme qui s'est aggravée, et l'association systématique, on va dire, des immigrés de gauche à l'islamisme radical, Houria Boutelja, avec les types qui pensent pour elle, hein, c'est-à-dire Boussouma et Bouamama, se sont rendus compte que finalement, ils avaient fini, comme je l'avais annoncé, par être sacrifiés par leurs sponsors, et qu'en fait, finalement, la ligne la moins dangereuse pour eux et la plus cohérente serait finalement celle que Soral leur proposait depuis des années, c'est-à-dire de plutôt fraterniser avec le peuple de souche, plutôt que de déclarer leur haine du peuple de souche sous commandite des élites qui règnent sur nous par une stratégie de haine systématique et tous azimuts. Voilà. Donc, à la fois, Houria Boutelja me donne raison, tout en disant d'ailleurs qu'il faut le faire à ma place et non pas avec moi ou comme moi. Et en même temps, ça prouve que ces gens-là n'avaient pas compris, étaient sur une posture qui était assez immorale en réalité. Et aujourd'hui, s'ils font ce revirement, c'est par peur. C'est parce qu'en fait, ils sont de plus en plus désignés à la vindicte populaire par un pouvoir que Todd qualifie assez intelligemment, on va dire, de macrono-lepéniste. Hein, c'est-à-dire que l'avenir en fait du pouvoir aujourd'hui, je pense pas du tout que ce soit l'attelage incohérent de la NUPES avec des LGBT et des franco-musulmans, ce qui n'a aucun sens, un peu de peuple du travail et puis des gauchistes parasites, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un attelage incohérent, mais l'avenir aujourd'hui, c'est de jouer sur la peur des Français et la peur de la délinquance immigrée pour instaurer un État relativement policier qui s'exercera d'ailleurs contre le peuple français majoritaire, mais qui va s'appeler de plus en plus le macrono-lepénisme, c'est-à-dire que ceux qui vont être demain les auxiliaires du pouvoir ne seront pas les indigènes de la République comme ils l'espéraient, mais au service des mêmes, plutôt comment dirais-je, les lepénos réformés qui sont les mecs du Rassemblement national, et tout ça sur le dos
des Français immigrés, et notamment des Français d'origine immigrée musulmans. Donc en fait, ce revirement d'Houria Boutelja n'est pas, comment dirais-je, guidé par la morale, comme quand j'en faisais la proposition, mais par la trouille. C'est-à-dire que ces gens se sont rendus compte qu'ils ont été manipulés, lâchés, et qu'aujourd'hui, ils servent de bouclier et qu'on les met en danger. Donc ils essayent de se repositionner. Moi, je dis, bah, à la limite, tant mieux, mais c'est un peu tard. Et j'aimerais bien que ces gens-là, aujourd'hui, disent publiquement, effectivement, que les gens qui les ont manipulés contre le peuple de souche majoritaire pour les insulter et créer de la tension avaient fait un travail dégueulasse, un travail qui n'était pas en plus un travail d'autonomie, mais un travail d'auxiliaire, un travail servile, et que finalement, qui dénonce aujourd'hui clairement, comme moi je le fais depuis des années et ça me coûte très cher, ce pouvoir diviseur qui en fait se maintient au sommet de la France par la haine de la France et de toutes ses composantes. Hein. Voilà. Donc j'aimerais d'une certaine manière que Houria Boutelja fasse maintenant le travail jusqu'au bout. Oui, bonjour Alain. Petite question sport pour se faire plaisir. On a vu Djokovic gagner à Roland-Garros et s'inscrire comme le plus grand champion de tennis de tous les temps, après avoir été, durant la pandémie Covid, viré de partout, interdit de pas mal de tournois, notamment du Grand Chelem. Et en même temps, on voit aussi Nadal qui lui, n'est plus capable de jouer, no es possible. Donc, est-ce qu'on pourrait pas y voir une petite justice immanente et puis un peu un exemple pour les sportifs et surtout les jeunes? Voilà, merci, force et honneur. Oui, ben, ça fait partie des choses qui font plaisir et qui sont des signes d'espoir, je dirais, puisque Djokovic, je rappelle, est serbe d'ailleurs comme Tesla. Et moi, j'ai un très grand respect pour ce grand peuple des Balkans qui est le peuple serbe. Je rappelle qu'il y a deux grands peuples des Balkans, c'est les Serbes et les Croates, que malheureusement on a poussé à s'écharper et à se taper les uns sur les autres pour donner le pouvoir régional à ce qu'il y avait de pire, c'est-à-dire aux Albanais du Kosovo. Et là, on voit bien le travail qu'a joué l'Empire, toujours dans cette stratégie du pire. Hein, rappelons-nous le rôle délétère qu'a joué Kouchner dans cette affaire. N'oublions surtout rien. Et donc, très grand respect à Djokovic, qui a refusé de se laisser vacciner et qui a été boycotté pour ça de façon dégueulasse, ce qui l'a empêché de gagner des tournois du Grand Chelem qu'il aurait probablement gagné sinon. Et malgré tout, il est quand même le recordman des victoires en Grand Chelem. Il a tenu bon sur le vaccin, et alors qu'un Nadal qui faisait l'apologie du vaccin se retrouve aujourd'hui visiblement diminué. Hein, on peut penser que ça vient de ça, même s'il est aussi à un âge de pré-retraite. Hein. Donc, Djokovic, ça fait partie des bonnes surprises, hein, des emblèmes, comme on parlait tout à l'heure de Mel Gibson. Hein, dans le sport, dans le cinéma, il y a Mel Gibson, dans le sport, il y a Djokovic. Il y a quand même toujours des personnages qui nous donnent raison d'espérer et qui sauvent l'honneur, je dirais, de la tribu servile et souvent bête dont ils font partie, hein, le monde du tennis ou le monde du cinéma. Voilà. Donc, vive Djokovic, longue vie à Djokovic, et j'espère qu'il gagnera encore des tournois du Grand Chelem, et comme il nous permet aussi de nous rappeler que le peuple serbe est un grand peuple, même il continue à beaucoup souffrir de la méchanceté impériale. N'oublions pas les Serbes et ce qu'ils subissent notamment en ce moment même. Bonjour Président. Y a-t-il, selon vous, lieu de s'inquiéter de cette technologie mêlée à l'intelligence artificielle qui permet, entre guillemets, de redonner vie à des personnes disparues, comme on a pu le voir par exemple avec la dernière chanson des Beatles? Merci à vous pour tout et longue vie AER. Moi, je fais partie des gens qui sont pas si inquiets que ça de l'intelligence artificielle, qui est quand même une conception assez artificielle de l'intelligence, comme je l'ai dit souvent, parce que la dimension créative est assez absente, et notamment cette chanson des Beatles que j'ai écoutée est la preuve que c'est du guignol, enfin c'est rien du tout. On prend des bouts de chansons composées, je crois, par Lennon, qui n'est jamais sortie parce qu'il la trouvait pas assez bonne, et puis derrière, effectivement, avec les moyens qu'on a, on bouche les trous et on complète ce qui est à compléter par rapport à ce qui nous a été laissé, mais ça donne une chanson très médiocre des Beatles, et moi je serais inquiet le jour où un ordinateur, je ne sais pas comment on peut dire, une instance artificielle serait capable de produire une chanson nouvelle qui impose son génie et sa nouveauté surtout, hein, et sa créativité, comme à un moment donné on a eu
Kurt Cobain qui est arrivé. Vous voyez, le jour où un ordinateur pourra pondre Elvis Presley qui arrive comme ça pour révolutionner la musique populaire américaine ou les Beatles, là, effectivement, je m'inquiéterais parce que ça veut dire que un ordinateur peut être un artiste et un artiste de talent et de génie. Alors que là, pas du tout. Je veux dire, on est sur du bricolage qui est pas très loin du sample, de l'échantillonneur, etc. Et je vous signale qu'on a eu la même expérience qui a été faite, moins médiatisée, où on a rentré dans une machine là qu'on appelle machine d'intelligence artificielle, des données beethoveniennes pour que cette machine nous sorte une symphonie de Beethoven. Elle l'a fait, et ça donne une symphonie dont on sent qu'elle est beethovenienne, mais qui est très médiocre et qui n'a fait s'extasier aucun musicologue sérieux, quoi. Donc, pour l'instant, je vois pas de génie créatif dans l'intelligence artificielle. Je vois un auxiliaire de l'intelligence humaine assez laborieux et qui peut d'ailleurs être utile et en même temps dangereux, notamment pour l'emploi, dangereux pour la surveillance des masses, donc on peut s'inquiéter de ce point de vue-là, mais je ne vois pas encore, comment dirais-je, l'intelligence artificielle rivaliser avec l'intelligence humaine sur le plan de ce qui est le plus important pour moi, qui est la créativité et la capacité d'invention, hein, voilà, et d'innovation, qui est quelque chose de radical, puisque c'est pas reproduire ce qui existe déjà, mais c'est apporter quelque chose qui n'existait pas, quelque chose de nouveau. Et de ce point de vue-là, je pense que le compte n'y est pas. Et donc, je vous dis, on peut s'inquiéter de l'utilisation de l'intelligence artificielle par le pouvoir politique, parce que c'est un moyen de surveillance, parce que c'est un moyen aussi de mettre au chômage des humains pour les remplacer par des robots, puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi. Rappelons-nous du livre de Bernanos, hein, La France contre les robots. Donc c'est dangereux, effectivement, comme est dangereux une certaine automatisation, une certaine automation, et qui est dénoncée depuis très longtemps par les gens qui défendent le plein emploi. Mais sur le plan de la rivalité avec le génie humain, pour l'instant, je ne suis pas très inquiet. Voilà. Alors après, qu'on me démontre qu'un ordinateur a été capable d'écrire le roman du nouveau Houellebecq ou de nous inventer le nouveau Céline. Hein. Mais là, franchement, pour l'instant, au mieux, on pourrait faire du Marc Lévy ou du 50 nuances de gris. C'est-à-dire ce qu'on fait d'ailleurs déjà, hein, quand on voit les scénarios de séries hollywoodiens, où on voit qu'il y a beaucoup de travail d'ordinateur derrière, hein, puisque c'est des espèces de systèmes qui se répètent avec des modus operandi qu'on remarque, mais ce qui fait que c'est justement des films médiocres, des films à la chaîne, comme il y a de la musique au mètre ou de la musique d'ascenseur, quoi. Hein, mais je vous dis, pour l'instant, je n'ai pas vu un ordinateur être un créateur génial qui puisse rivaliser avec les grands créateurs géniaux humains, dont il en sort quand même de temps en temps un ou deux, et qui nous permet d'admirer et d'espérer en l'humanité, quoi. Bonjour Monsieur Soral. Alors voilà, comme vous connaissez bien l'ambiance et la culture politique au sein de la France, mais aussi de la Suisse, pensez-vous que le système de votation fédérale, beaucoup plus proche d'une démocratie directe, soit transposable en France, où le niveau de civilité et de responsabilisation semble quand même très inférieur? Voilà, je vous remercie. La réponse, c'est que je pense pas. Bon, déjà, il ne faut pas idéaliser le système suisse parce qu'il est aussi assez corrompu en réalité. Hein. Moi, je m'intéresse de plus en plus à la politique suisse, et en fait, on peut beaucoup tricher sur les votations. Hein. Et on triche déjà d'une certaine manière, c'est qu'en fait, on propose des votations multiples sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et en même temps qu'on envoie l'enveloppe avec les votations, les endroits où il faut voter, là, il faut cocher des cases. Il y a un conseil sur comment bien voter. Comme les Suisses sont assez civiques et assez peu politisés, comme beaucoup moins politisés que le sont les Français, ben, ils ont souvent tendance à cocher les cases qu'on leur dit de cocher. Et moi, quand je m'intéresse au sujet, j'ai toujours envie de cocher l'autre case que celle qui est proposée. Hein. Donc, il y a une grosse part de tricherie et de manipulation aussi dans le système de votation suisse. Bon, par ailleurs, la votation comme idée de subsidiarité, elle est très belle. Alors peut-être que dans des villages, dans les cantons primitifs, ça veut encore dire quelque chose, mais dans je sais pas, moi je vois à Genève ou dans le canton de Vaud, je pense que c'est pas mal aujourd'hui de la poudre aux yeux. Et puis il y a aussi une question d'échelle, c'est qu'en fait ce genre de votation, à mon avis, fonctionne beaucoup mieux dans des pays où les populations sont moins nombreuses.
Et puis je vous dis, il y a aussi pourquoi ça ne serait pas applicable en France, parce que la France a une tradition de politique spectacle et de politique, je dirais, militante très engagée. Enfin, il y a vraiment, on a le goût de la grande politique en France, qui peut être une qualité ou un défaut, et qui n'est pas du tout la même relation que les Suisses ont à la politique. Les Suisses sont des gestionnaires protestants, on va dire, de mentalité, et il n'y a pas de spectacle politique en Suisse. Hein. C'est de la gestion plan-plan et il n'y a pas vraiment de débats radicaux. Et donc, dans l'autre sens, je pense que les Français n'aimeraient pas ce genre. Ils sont attachés quand même aux bretteurs, ils sont attachés à cette histoire aussi qu'il y a à voir avec les moments révolutionnaires. Je pense que les votations comme ça, techniques et gentillettes à la Suisse, ça ne correspond pas à l'âme française. Ça les emmerderait. Et on voit bien d'ailleurs que cette âme française, De Gaulle l'avait assez bien senti quand il a réintroduit l'élection du président de la République au suffrage universel, qui est un peu, je dirais, une nostalgie de la monarchie, hein, c'est-à-dire quelque chose de très spectaculaire qui désigne un homme comme l'homme décisif, ce qui n'est pas du tout l'esprit suisse. Les Suisses ne savent même pas qui est leur président et il fait rien, il ne sert à pas grand-chose. Donc, il y a cette raison d'échelle qui fait que ce serait difficile à appliquer en France, et surtout parce que les Français, je pense, n'aiment pas et n'aimeraient pas la conception suisse de la politique. Ils sont attachés à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais moi, ce que je vois globalement, c'est que la Suisse, avec un système différent, quand je vois la Suisse romande que je connais, marche à grands pas vers toutes les tares du nouvel ordre mondial, qui est le métissage forcé, le LGBT encore plus qu'en France, l'écologie bidon, l'antiracisme délirant. Le système suisse ne protège pas tellement la Suisse du cancer, on va dire, du cancer de la gauche mondialiste et du cancer, je dirais même, de la gauche française. Hein. Voilà ce que j'en dirais.